alaikum, j'espère que vous allez bien. Bon, on s'excuse de la faute faite au cours précédent. Aujourd'hui, on va entamer le cours intitulé Les lésions par trouble du métabolisme des protéines. Comme vous savez, les protéines sont des macromolécules et jouent un rôle essentiel et fondamental dans les processus biologiques. Elles sont les constituants essentiels des enzymes, des anticorps et de certaines hormones. Elles jouent un rôle essentiel dans l'architecture des cellules et un rôle énergétique, sans oublier le rôle spécifique de certaines protéines, comme la lectine et la myosine, qui sont des protéines contractiles. En raison de ces rôles fondamentaux, il existe peu de processus pathologiques dans lesquels elles interviennent. De quelque façon, un dérèglement du métabolisme des protéines. Les exudats inflammatoires, les alénisations vasculaires, l'amyloïdose, les réactions antigènes-anticorps avec les complexes humains qu'elles produisent, appartiennent à ce type d'altération métabolique. Ce qui nous intéresse dans ce cours, les troubles du métabolisme des protéines. Premièrement, on a les troubles du métabolisme général protéique, troubles du métabolisme des bases puriques et les troubles du métabolisme des acides aminés. On commence par les troubles du métabolisme général des protéines. On a plusieurs facteurs qui modifient ce métabolisme, soit de façon passagère ou bien permanente, générale ou localisée, comme l'apport et l'assimilation alimentaire, la synthèse de protéines spécifiques par certains tissus ou organes, la synthèse de protéines de structure par toutes les cellules et l'action d'hormones comme les androgènes qui sont anabolisants ou les corticoïdes qui sont catabolisants. Pour les protéines sériques, c'est quoi une protéine sérique? C'est une protéine contenue dans le sérum. Ces protéines peuvent être séparées lors d'examens biologiques par l'électrophorèse. On obtient la séparation de deux types de protéines, l'albumine et la globuline. Maintenant, on va passer aux principaux troubles du métabolisme général des protéines. On a 3. L'hyperprotéinémie, l'hypoprotéinémie et les variations pathologiques localisées. Les variations pathologiques localisées, on a deux types, intra- et extracellulaires. Premièrement, l'hyperprotéinémie. Kingolo, hyper, ça veut dire une augmentation. Donc, on a soit une augmentation du taux des protéines normales dans le sérum, soit une augmentation du taux d'une protéine anormale dans le sérum, ou l'augmentation du taux des protéines dans les urines. La présence d'une protéine anormale qui ne se trouve pas à l'état habituel. On parle dans ce cas de dysprotéinémie. Donc, on a l'accroissement et l'augmentation du taux des protéines se rencontrent dans des affections diverses, comme les maladies infectieuses, inflammation chronique des tissus conjonctifs, cirrhose du foie, les hémopathies malignes monoclonales. Les hémopathies malignes monoclonales correspondant à des anomalies de la synthèse des immunoglobulines par les éléments lymphoplasmocytaires anormaux, comme le myélome multiple ou bien maladie de Kahler, macroglobulinémie primitive ou maladie de Waldenström, maladie des chaînes lourdes et les gammapathies variées. Les protéines en excès sont éliminées par les urines, soit à l'état pur, soit sous forme dégradée. Par exemple, les protéines de Bence-Jones du myélome multiple, qui se disposent dans les espaces intercellulaires, décelables par les techniques d'immunofluorescence. La protéine, c'est un petit fragment d'une chaîne légère d'immunoglobulines qui est éliminée dans les urines en cas de gammapathies monoclonales et notamment dans les myélomes
et la maladie de Waldenström. Maintenant, on passe à l'hypoprotéinémie. Qui m'a donné l'hyper, c'est une augmentation, l'hypo, c'est une diminution. Donc, l'hypoprotéinémie, c'est une diminution du taux des protéines. La diminution a un effet sur l'état général. Elle est consécutive à des agressions d'origine très variées, comme la malnutrition, la malabsorption par atrophie de la muqueuse intestinale, l'insuffisance hépatique et les fuites exagérées des protéines par voie urinaire, qui est le syndrome néphrotique, et la perturbation complexe du métabolisme des protéines, comme chez les cancéreux, en période de généralisation. Qui l'hypoprotéinémie, elle provoque une disparition des réserves adipeuses, une fonte musculaire généralisée, des œdèmes plus ou moins généralisés par perturbation des échanges entre liquide sanguin et liquide intercellulaire. Elle aboutit à une cachexie qui conduit à la mort dans des délais imprévisibles, brefs ou longs, sans relation précise avec l'importance de l'hypoprotéinémie. C'est quoi une cachexie? C'est un amaigrissement et fatigue généralisée, due à une grave maladie ou à la sous-alimentation. On a deux types ou bien deux formes de dénutrition, marasme et kwashiorkor. Marasme lié à une carence énergétique et le kwashiorkor lié à une carence protéique. Pour les variations pathologiques localisées, on a intra- et extracellulaires. Pour les variations pathologiques intracellulaires, premièrement, l'excès de matériel protéique encombrant les lysosomes, par exemple l'atrocytose. Deuxièmement, l'impossibilité d'excrétion de certaines protéines, comme le corps de Mott et le corps de Russell. Troisièmement, la détérioration cellulaire avec libération des protéines dans le cytoplasme, par exemple le corps de Lewis, dans les cellules cérébrales. Concernant les variations pathologiques localisées extracellulaires, elles correspondent au dépôt de protéines de provenance plasmatique ou cellulaire. Ils connaissent soit sous forme d'amas, corps amylacés, ou sous celle de couches étalées, comme pour les membranes hyalines pulmonaires ou la protéinose alvéolaire du poumon. Deuxièmement, on a les pathologies des protéines intercellulaires. On a 4 variétés. Premièrement, la fibrose. Deuxièmement, les pathologies des fibres élastiques ou bien l'élastopathie. Troisièmement, l'hyalinose. Et quatrièmement, l'amyloïdose. Un petit rappel sur la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire est constituée de 4 groupes de macromolécules. On a le collagène, les glycoprotéines d'adhésion, les protéoglycanes et l'élastine. La matrice est une structure complexe qui s'adapte aux modifications du métabolisme cellulaire et module ainsi le phénotype cellulaire. Souligne les épithéliums, assure le maintien de l'architecture des organes, module de nombreuses fonctions biologiques comme la migration, la prolifération physiologique et la régénération pathologique. Il faut savoir que les modifications de la matrice peuvent entraîner une de ces lésions. La première lésion, c'est la fibrose et la sclérose. C'est une lésion productive. La définition de la fibrose, c'est une hyperplasie conjonctive avec prolifération de fibroblastes, de myofibroblastes et la synthèse de collagène. Elle représente l'essentiel de la pathologie du collagène. La sclérose
désigne l'induration pathologique d'un tissu atteint de la fibrose. Donc, il devient dur. À l'état normal, on a un équilibre entre la fibrinogénèse et la fibrinolyse par l'intervention des enzymes qui sont les collagénases et les métalloprotéases. L'histopathologie. Les tissus fibreux sont le plus souvent caractérisés par leur pauvreté en vaisseaux et en cellules et par leur richesse en fibres de collagène, voire en fibres élastiques. On parle de fibrose collagène. Donc, j'ai la fibrose collagène, c'est l'augmentation de fibres collagène dans un tissu. L'aspect macroscopique de la fibrose est blanchâtre, ferme et crissant sous couteau. Pour les variétés topographiques, premièrement, la fibrose systématisée, ça veut dire c'est une fibrose limitée à la trame conjonctive d'un organe. Ça veut dire elle respecte l'architecture normale de l'organe. La deuxième variété, c'est la fibrose encapsulante. Ça veut dire qu'elle renforce la capsule ou bien la fibrose d'enquistement ou d'encerclement. Ça veut dire entoure un foyer lésionnel, donnant un aspect glacé à l'organe. La troisième variété, c'est la fibrose mutilante ou bien disséquante. Bon, هذه العكس تاع la fibrose systématisée. Elle remplace les tissus détruits par une agression. Elle détruit l'organisation normale d'un organe. La fibrose est dite atrophique si le volume occupé par la fibrose est inférieur à celui de tissu normal. Ça veut dire rétraction. Et la fibrose est dite hypertrophique si le volume occupé par la fibrose est supérieur à celui de tissu normal qu'il remplace. Voilà cette coupe histologique du foie. On voit pour la première, c'est un foie normal, il ne s'agit pas de fibrose. Pour la deuxième, c'est la fibrose portale. On voit qu'il s'agit beaucoup plus de fibres dans l'espace porte. Pour la troisième, les fibres sont aussi dans les septa. Et aussi, pour la troisième, presque tout le tissu hépatique renferme des fibres collagène. Tout ce qui est bleu dans cette coupe, c'est de tissu fibreux. Comme vous voyez dans la fibrose encapsulée péritonite, et cette fibrose, elle renforce la capsule. On voit que des fibres collagène et des fibres élastiques. Pour la fibrose mutilante, on a la première coupe histologique, il s'agit du coupe histologique d'un foie normal. Pour le 1, c'est l'espace porte. Pour le 2, c'est la veine centrolobulaire. Pour la deuxième coupe, on voit que la fibrose s'intéresse beaucoup plus dans l'espace porte et les septa. Et aussi des nodules de régénération parce qu'on a dans le cas d'une fibrose mutilante. Pour l'évolution de la fibrose collagène, au début, on a une sclérose jaune molle, légèrement élastique, de couleur jaune grisâtre. Puis, quand on a une fibrose vieille, indurée, très dure, de couleur blanc jaunâtre. La fibrose est généralement irréversible. هدرنا على la fibrose ودروك غادي نهضروا على la pathologie des fibres élastiques. عندنا deux types de lésions. عندنا soit une lésion dégénérative ou bien une lésion productive. Pour la lésion ou les lésions dégénératives, il existe deux variétés, les élastopathies dégénératives familiales et les élastopathies dégénératives acquises. Pour les élastopathies dégénératives familiales, elles sont autosomiques dominantes ou récessives. Exemple, le syndrome de Marfan, le syndrome d'Ehlers et Danlos et le pseudoxanthome élastique.
Pour le syndrome de Marfan, on a un caractère génétique dominant. Le phénotype, on a une personne avec des membres longs et étroits, ce qu'on appelle le dolichosténomélie. On a aussi les doigts grêles, l'arachnodactylie, l'hypotonie musculaire et l'hyperlaxité ligamentaire. Pour le syndrome des lèvres dans l'os, on a une hyperlaxité cutanée et hyperextensibilité articulaire et fragilité des téguments. On a troisièmement le pseudoxanthome élastique, désintégration de l'armature élastique ou élastorexie. Maintenant, la deuxième variété, c'est les élastopathies dégénératives acquises. Elles sont plus fréquentes que les précédentes. Exemple, les vergetures sont des lésions cutanées très fréquentes dues à la disparition de l'armature élastique des téguments avec dégénérescence et atrophie des fibres de collagène du derme superficiel et profond. Maintenant, l'élastose ou bien l'élastose sénile, appelée encore élastose solaire et élastose acténique. Elle touche les régions découvertes de la peau. Et maintenant, l'élastose post-radiothérapique. Le deuxième type de lésions, c'est les lésions productives. عندنا فيهم l'élastose pulmonaire, l'élastose de l'endocarde et l'élastose vasculaire. دروكا نديرو يالينوز اللي كنا ديجا هضرنا عليها في الكور اللي فات. C'est la surcharge des espaces intercellulaires par une substance vitreuse, transparente, non structurée, homogène, claire, acidophile. Elle touche beaucoup plus le tissu conjonctif et la paroi des vaisseaux. L'origine des substances soit sanguine, soit cellulaire, soit pariétovasculaire. La hyalinisation peut être technique des vieilles cicatrices et des vieux foyers de la tuberculose. Peut se voir aussi dans des tumeurs comme le myélome utérin et certains cancers du corps thyroïde. On a plusieurs types de cette hyalinose, adna conjonctive, adna vasculaire, adna intercellulaire. Cette coupe, elle présente la hyalinose vasculaire. كما راكم تشوفوا هذاك لاسبيكلير اللي راه انتوري لو فيسو سونغان، هذيك هي. في الاول هضرنا على لا فيبروز، من بعد لي باثولوجي دي فيبر الاستيك، من بعد هضرنا على هيالينوز، من بعد دروكا عندنا l'amyloïdose اللي هي la surcharge en substance amyloïde. Pour la mise en évidence, les colorations habituelles à l'hématoxyline iosine ne permettent pas de confirmer la nature amyloïde du dépôt, mais l'histochimie nous permet de mettre en évidence la substance amyloïde. Pour les formes topographiques, généralisées ou localisées, généralisées, caractérisées par une hépatosplénonéphromégalie, une albuminurie, un œdème pleuropéritonéal, et localisée peut être soit secondaire, soit primitive. Cette amyloïdose ne correspond ni à une dégénérescence ni à une modification biochimique de la matrice intracellulaire. C'est un dépôt d'un matériel protéidoglucidique élaboré dans des conditions particulières. Passons au grand 3, c'est le métabolisme des bases puriques, la goutte. L'acide urique, c'est le produit final de dégradation de métabolisme des purines. Lorsqu'il y a un problème dans ce métabolisme, il va y avoir une augmentation de l'acide urique dans la circulation générale qui donne une hyperuricémie. Et après la précipitation de ces dépôts dans le tissu, généralement dans les articulations pour donner le tophus goûteux. Ce dernier, c'est la lésion particulière
de la goutte. Ces dépôts de cristaux du rate liés à des protéines et des lipides provoquent, selon des cas, une réaction inflammatoire aiguë nécrosante, une réaction granulomateuse spéciale ou des altérations sclérosantes. La goutte, elle peut être primitive, yani héréditaire, ou la secondaire, liée à un trouble métabolique. Vu que les acides uriques solubles dans les fixateurs نديرو لهم l'alcool باش نفيكسيوهم في les tissus نقدروا نشوفوهم في microscope optique. عندنا trois types de lésions de la goutte. عندنا des lésions de la goutte aiguë, des lésions de la goutte chronique et des lésions de néphropathie goutteuse. Premièrement, عندنا les lésions de la goutte aiguë. La crise aiguë de la goutte est violente, brutale et très douloureuse. Elle est caractérisée par une réaction inflammatoire, une arthrite aiguë goutteuse, qui marque comme tu vois la photo, une réaction inflammatoire dans les tissus para-articulaires, en particulier dans l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil. Et une arthrite aiguë goutteuse, c'est l'exsudation riche en polynucléaires avec œdème et congestion. Le siège de ces inflammations peut être dans l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, la goutte elle-même. Elle peut être la pseudo-goutte dans le genou, c'est l'accès de pyrophosphate du calcium, comme peut être des accès particuliers dans l'épaule, etc. Elle se manifeste par une douleur, œdème, chaleur, rougeur, comme vous voyez dans ces photos. Deuxièmement, on a les lésions de la goutte chronique. Elles siègent dans les tissus para-articulaires, les tendons, sous la peau et dans les pyramides rénales. Elles sont caractérisées aussi par le tophus goutteux et l'arthrite chronique goutteuse, qui m'a la précédente, kif kif. Troisièmement, on a les lésions de néphropathie goutteuse. L'hyperuricémie présente des conséquences directes sur le rein et la fonction glomérulaire via deux mécanismes. Premièrement, la précipitation du rate au sein du parenchyme rénal provoque une réaction inflammatoire fibrosante et une altération à le débit de filtration glomérulaire. D'autre part, elle peut se manifester par le développement d'épisodes répétés de la lichesse urinaire. Ces lésions sont fréquentes et précoces. Pour la signification éthiopathogénique, on a la goutte primitive, la goutte secondaire. La goutte primitive héréditaire, elle est autosomique dominante ou la récessive. Elle peut être liée au sexe. Pour la goutte secondaire, l'élévation le taux de l'acide urique est secondaire soit à une production exagérée d'acide urique, comme dans les maladies qui mêlent la leucémie, les tumeurs, l'anémie hémolytique, ou là, soit d'une excrétion insuffisante de l'acide urique, qui mêle l'insuffisance rénale. Il y a une production exagérée et il y a une excrétion rénale suffisante. On a des remarques cliniques. On a la goutte héréditaire, elle touche beaucoup plus les sujets de sexe masculin. Elle peut être asymptomatique durant longtemps. وكاين الناس اللي عندهم دايما الغليسيمي طالعة mais jamais la souffrent. Parmi les circonstances qui favorisent l'accumulation, on a la déshydratation, l'hyperalimentation et l'insuffisance rénale. On conclut ce cours par les troubles du métabolisme des acides aminés. Bon, ces troubles sont presque tous liés à des carences enzymatiques congénitales ou héréditaires. En premier lieu, la cysténurie. C'est une anomalie de transport des acides aminés dans les tubules rénales caractérisée par la formation des calculs rénaux de cystéine. سما في la cysténurie يكون عندنا un déficit du transport du cystine. Deuxièmement, l'oxalose. C'est une maladie causée par l'hyperoxalurie. Cette hyperoxalurie est primitive de type 1.
au stade d'insuffisance rénale avancée. C'est une maladie autosomique récessive due à un déficit enzymatique hépatique en alanine. Troisièmement, la phénylcétonurie. هنا يكون عندنا un déficit enzymatique. هاد l'enzyme هي c'est la phénylalanine hydroxylase. Donc كي راه عندنا un problème في l'hydroxylase, donc j'ai عندنا une accumulation de la phénylalanine. Puis on a la cystinose. La cystinose, c'est une maladie lysosomale due à un défaut du stockage de cystine. Et on termine par le chronose ou l'alcaptonurie. Le chronose, c'est une pigmentation bleu-noir de la peau et des muqueuses. Elle peut avoir une origine exogène ou endogène. Le chronose endogène, également appelé l'alcaptonurie ou maladie des urines noires. C'est une maladie héréditaire de transmission autosomique récessive due à l'absence d'activité de l'homogentisate dioxygénase. Merci pour votre attention.